Je vais parler français maintenant. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de Wire de m'avoir invité et de me donner cette opportunité de partager avec vous quelques convictions sur l'innovation et sur l'innovation de rupture. Je vais parler en français dans le contexte de la présidence française de l'Union européenne. Et puis je remercie les traducteurs et les traductrices pour aider. Je n'ai pas de transparent, je vais le faire à l'ancienne, à l'oral. J'espère que ça ne sera pas trop aride. Je voulais dire que je suis heureux d'être ici, au cœur de l'Université Paris-Saclay, dont je salue à distance sa présidente, Sylvie Retailleau. Un bel exemple des dynamiques de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation, de ces campus universitaires en France, en Europe, qui sont ancrés sur des territoires qui balaye toutes ces composantes, qui se projettent aussi dans la construction européenne, dans la compétition internationale. Je suis vraiment heureux d'être ici. Alors, il m'a été demandé de prendre un petit peu de recul sur la dynamique de l'innovation, sur cette matière complexe qu'est l'innovation de rupture. C'est une matière complexe car elle prend des formes diverses, car elle brasse un grand nombre de dimensions, car elle implique beaucoup de parties prenantes. On l'a vu dans la table ronde à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister avant. Et toutes ces parties prenantes ont des représentations qui leur sont propres de ce qu'est l'innovation, avec des mythes parfois. L'exercice demandé est plutôt ambitieux, on va dire. Et je tiens d'abord à dire que ma démarche est vraiment marquée par l'humilité, parce que de mon parcours, j'ai appris que c'était quand même assez dur d'avoir des discours définitifs sur l'innovation, et c'est assez vain. Alors, j'ai eu la chance, comme ça a été rappelé, d'avoir un parcours avec des expériences variées autour des sujets de l'innovation dans le monde public et dans le monde privé, dans le monde académique, dans des entreprises grandes, moyennes et petites, dont aussi la conception des politiques publiques en faveur de l'innovation m'a permis d'avoir des expériences de terrain, on va dire, sur ce qu'est l'innovation, et à chaque fois d'essayer d'apprendre quelque chose. Et ça a été aussi systématiquement, je reviendrai dessus, l'occasion de mener des combats pour essayer de faire bouger les lignes en Europe, en France, sur nos logiciels de pensée et nos logiciels d'action en matière d'innovation. Donc effectivement, j'ai eu la chance de créer, de diriger le premier laboratoire commun entre une utility française, un énergéticien français, EDF, et le monde académique. Et j'y ai appris l'importance des interfaces sur ces sujets. J'ai été aussi directeur de l'innovation de l'INRIA, l'Institut français de recherche dans le numérique. Et j'y ai appris l'importance des écosystèmes, des dynamiques d'écosystèmes pour l'innovation. J'ai eu la chance d'occuper effectivement des positions au cabinet ministériel, d'abord au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de Geneviève Fioraso, qui était une ministre de la Recherche il y a quelques années. Et j'ai appris combien c'était difficile de mettre en place des outils pour le transfert, notamment à destination de notre Mittelstand, de notre tissu industriel, parce que les échelles de temps de toutes les parties prenantes ne sont pas toujours les mêmes, et il est difficile d'avoir des outils simples et faciles à mettre en œuvre, visibles pour tous les acteurs. Et puis, au sein du ministère de l'économie, j'ai participé à la conception de ce qu'on appelle le programme French Tech, qui est une volonté de mettre les startups technologiques, j'en reparlerai, au cœur de notre mode d'action sur le soutien à l'innovation. Et ça a été un long combat parce qu'il y avait beaucoup de forces de rappel publiques et privées. Et puis j'ai eu après un parcours industriel où j'ai dirigé une entreprise de taille intermédiaire dans le médical, où j'ai pu constater combien les startups technologiques pouvaient diffuser des innovations de rupture chez des acteurs industriels. Et voilà. Et puis au niveau européen, effectivement, j'ai participé dès l'origine à l'aventure de création de ce nouveau bras armé qui est le Conseil européen de l'innovation, l'EIC, European Innovation Council, qui a été prototypé en 2018 et qui a été mis en œuvre, mis en place entièrement à partir de l'année dernière, je crois, avec, je reviendrai dessus aussi, un outil dont l'objet est d'accompagner les dynamiques de start-up technologiques au niveau européen avec des changements de paradigme sur les modes d'intervention publique.
Et je suis membre de son conseil, effectivement, où avec les autres membres du conseil, nous accompagnons l'équipe que dirige avec conviction Jean-David Malo, le directeur exécutif de l'EIC. Une aventure passionnante, mais qui montre aussi combien il est important de mener dans la durée des combats pour que les spécifications initiales d'outils en faveur de l'innovation puissent être tenues. Et puis, je préside aussi, c'est important pour ma vision de l'innovation, notamment en matière de standardisation, le nœud européen du web, le nœud européen du World Wide Web Consortium, qui est cette organisation internationale qui standardise des infrastructures technologiques de manière ouverte, les infrastructures technologiques du web. Et c'est important parce que ça montre aussi, ça m'a montré aussi combien les dynamiques de standardisation sont importantes pour la diffusion des innovations, pour qu'elles réalisent leur potentiel. Et c'est d'autant plus important pour un objet comme le web, avec son rôle dans la société économique dans laquelle nous vivons, et à un moment aussi où l'Europe régule, on a parlé de régulation tout à l'heure, les grandes plateformes numériques, avec les directives DSA, DMA, et où il est important que l'Europe puisse rester présente dans la dynamique du web. Voilà, je partage cela juste pour dire qu'en fait, je ne suis qu'un praticien de terrain de l'innovation qui a appris sur le tas, passionné par les dynamiques complexes de l'innovation et puis engagé dans les combats nécessaires, qui continuent à être nécessaires, de mon point de vue, pour faire bouger des lignes et aussi avec des biais liés à ce parcours, liés au numérique et liés à la France aussi. Alors, je vais essayer de faire mentir sur la base de ce parcours de terrain cette phrase d'un mathématicien que j'aime bien, qui est Imre Lakatos, et cette phrase, c'est « Les poissons savent nager, mais ne connaissent pas les lois de l'hydrodynamique ». Donc, j'ai essayé de faire mentir cette phrase en l'étendant, bien sûr, à l'innovation. Alors, un des grands mythes de l'innovation, un des mythes de l'innovation qui correspondent pour une part à une réalité, bien sûr, c'est son caractère non anticipable, non planifiable. C'est certainement vrai pour un projet pris en particulier. Et pour autant, il me semble qu'on a un retour d'expérience, c'est d'ailleurs l'objet de ces 2 jours de conférence, pour une large part, je pense. On a des retours d'expérience qui nous permettent d'avoir quelques idées quand même sur les mesures qu'on peut prendre pour favoriser le développement de l'innovation, pour qu'il y ait un environnement favorable à l'innovation. Puis après, advienne que pourra, parce qu'effectivement, un projet, pour une large part, n'est pas planifiable. Mes préoccupations sur mon parcours depuis une quinzaine d'années de dirigeant d'organisation, ça a toujours été de favoriser des pratiques managériales pour accompagner l'initiation et le développement de l'innovation de rupture, souvent avec des éléments qui sont systémiques, qui sont culturels. Ça a été, je pense, largement partagé dans la table ronde tout à l'heure. Et puis avec un fil directeur de mon intervention qui sera sur l'impact sur la conception des politiques publiques qui peuvent favoriser cela ou pas. Et je pense qu'un des enjeux et un des points d'attention, c'est que dans l'innovation, il y a des cercles vertueux qui peuvent se mettre en place. Je ne sais pas comment ça se traduira en anglais, mais en français, la mayonnaise peut prendre, et peut prendre de plus en plus vite quand on a les bons ingrédients, mais la mayonnaise peut aussi ne pas prendre. Et en la matière, ça veut dire qu'il faut être extrêmement précautionneux sur les ingrédients que l'on met pour ces politiques publiques d'innovation. Pas pour rien, je pense non plus qu'on utilise souvent des images qui sont empruntées à la biologie, on parle d'écosystème, ou au jardinage, on parle de jeunes pousses pour décrire ces dynamiques d'innovation, c'est-à-dire des milieux où c'est très, on va dire, sensible à ce que l'on met. Alors pour commencer, il m'a été demandé de définir ce qu'est l'innovation de rupture. Là, je ne remercie pas nécessairement les organisateurs. Donc en anglais, Breakthrough Innovation, Radical Innovation, Disruptive Innovation. Bon, déjà, il faut partir évidemment de la définition qu'on peut avoir de l'innovation. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. Je ne suis pas sûr que je suis la personne la plus habilitée à le faire, en plus au risque d'enfoncer des portes ouvertes ou de dire des banalités. Mais je vais quand même me prêter un peu au jeu, car il me semble qu'il y a souvent dans le monde public et dans le monde académique des confusions autour de ce que l'on entend par innovation, entre innovation et recherche, innovation et R&D, innovation et invention.
avec un impensé, un implicite sur l'innovation qui est issue du monde de la recherche, sur l'innovation technologique. Et ça a des conséquences sur les politiques qu'on peut mettre en place. Donc pour moi, c'est une définition très basique, il n'a aucune autre prétention. L'invention elle repose sur une nouvelle donne qui se matérialise par une nouvelle connaissance, avec un article par exemple, ou une technologie. Dans le numérique, ça sera un logiciel, dans le monde dans lequel je vis, ou un brevet. Voilà, donc c'est ancré dans le monde scientifique, technique, technologique. Ça se matérialise avec une existence qui est avérée par ce que je viens de dire, un article, une technologie, un brevet par exemple. Je ne vais pas m'hasarder à donner une définition de l'innovation. Je vais juste me limiter à partager quelques caractéristiques de ma compréhension. D'abord, l'innovation, c'est une invention qui a réussi à se diffuser, ce qui pose donc de manière immédiate la question des usages. Je reviendrai dessus. Et puis, cette diffusion, elle a lieu au terme d'un processus qui peut être long, qui n'est certainement pas prévisible. Et ces notions d'usage et de processus, ça me semble vraiment majeur de l'avoir en tête parce que ça montre l'importance de la question de l'appropriation par un ensemble de personnes, par des utilisateurs, et puis ça montre l'importance de la dynamique dans le temps. Donc c'est de ça que je parle pour définir l'innovation. Et donc, dit autrement, l'innovation, c'est un processus qui est dynamique et qui est collectif. Ce qui va amener une invention à être utilisée de manière massive parfois, et ça veut dire qu'il y a des composantes qui sont psychologiques, parce qu'on parle d'appropriation, il y a des composantes qui peuvent être sociales, ça a été évoqué tout à l'heure aussi avec des cas particuliers, parce qu'il y a des milieux qui sont, des environnements qui sont propices à l'appropriation et d'autres moins, avec des dimensions économiques aussi, il faut être capable de financer cette dynamique dans le temps. Et puis, il va y avoir des perdants ou des gagnants aussi, probablement. Et puis, avec des dimensions politiques, on a évoqué tout à l'heure la régulation. Et puis, il y a aussi, je reviendrai dessus, la question du financement du risque amont. Qui prend en charge le financement de ce risque? Et puis, au bout de ce processus, il y a des produits, des services qui sont utilisés et puis qui créent de la valeur par les parties prenantes. Bon, ce qui est important dans ce que je viens de dire, ce que je voulais souligner, c'est que l'innovation, pour moi, elle se révèle au bout du processus par quelque chose qui est observé, par quelque chose qui est avéré. Et donc, il y a une forme de contingence, c'est-à-dire que l'innovation, elle n'est pas intrinsèque. Je veux dire, au départ, on ne peut pas savoir si tout ça va se réaliser. Ça peut se réaliser ou pas, la diffusion peut avoir lieu ou pas. Et ce qui a pour conséquence, par exemple, pour les politiques publiques, qu'évaluer les projets innovants a priori sur papier et se contenter de faire ça pour soutenir les projets me semble une aberration, pour le dire très simplement. Alors, dans ce contexte, quand parler d'innovation de rupture, en cohérence avec ce que je viens de dire, je ne crois pas qu'une innovation potentielle soit au départ de rupture ou pas. On va le constater au bout du processus, si elle est utilisée massivement, elle est utilisée globalement, si elle est utilisée de manière stratégique par un ensemble d'acteurs. Et puis ça a des conséquences, parce que si cette innovation survient, plus la diffusion va être massive, plus elle va remettre en cause un ordre établi. Et donc là, c'est toute la littérature sur l'innovation de rupture. Donc c'est par exemple un livre qui est très connu, qui est celui de Clayton Christensen, fin des années 90. Pourquoi sur le dilemme de l'innovateur, Why New Technologies Cause Great Firms to Fail, qui montre que ces innovations de rupture, elles bousculent l'ordre établi, elles sont portées par des petits acteurs dissidents, d'une certaine manière, que sont les startups technologiques. Et il y a un dilemme, évidemment, entre ceux qui sont présents initialement et qui peuvent perdre, et puis ceux qui vont gagner parce que la diffusion massive a lieu. C'est pas un hasard si la suite de son article, de son livre, s'appelle L'Empire contre-attaque, The Empire Strikes Back, quelques années plus tard, pour montrer comment les acteurs qui perdaient, les grandes firmes, ont été capables de s'adapter vis-à-vis de ces dynamiques d'innovation de rupture. Alors, dans le monde numérique, par exemple, moi je considère avec cette définition comme innovation de rupture tout ce qui participe de manière massive à ce qu'on appelle la transformation numérique. Bien sûr, le web, qui est le socle de l'économie numérique,
de la société numérique et qui a remis en cause notre accès à la connaissance, l'ensemble des transactions aussi. Également, le smartphone, par exemple, versus le téléphone fixe. Le téléchargement de la musique à travers des fichiers versus le disque compact. La photo numérique versus la photo argentique, enfin tous les supports, on va dire, de la connaissance. Là, je viens d'en énumérer quelques-uns. Et puis aussi le e-commerce, dans toutes ses formes, y compris les formes hybrides, versus le magasin physique. Alors la tentation est forte, quand on parle d'innovation technologique, de confondre, de vouloir associer à l'importance de la technologie initiale la nature ou non de rupture. Je vais prendre 2 exemples. Par exemple, le SMS, pour moi, est une innovation de rupture puisqu'il remet en cause, on va dire, où il est utilisé massivement et approprié massivement dans les échanges entre individus. Bon, pour autant, il ne repose pas sur une technologie, on va dire, extrêmement sophistiquée. Et autre exemple, c'est le web. Le web, quand il a été mis sur la table au début des années 90, notamment par quelqu'un de visionnaire, qui est Sir Tim Berners-Lee, eh bien, dans les conférences scientifiques, on lui proposait des posters. Parce que le web, qui est une agrégation de techniques existantes, qui était une agrégation de techniques existantes, et dont l'objet était le passage à l'échelle, la capacité à avoir un déploiement massif qui a touché le monde, in fine, des pans entiers de notre économie, n'était pas front de science, front de technologie sur chacune des composantes. Bon, et pour autant, il a fait ce que nous savons qu'il a fait, je pense. Donc, il y a cette tentation, je pense qu'il faut l'éviter. Moi, j'aime bien aussi cette phrase d'un sociologue espagnol qui est Manuel Castells sur Internet, qui décrit Internet, à voir comme une innovation de rupture, je parle d'Internet et pas du web là, comme le produit d'une combinaison unique de stratégie militaire, de coopération scientifique et d'innovation contestataire. Ça pose d'autres éléments de dimension qui sont les ingrédients du décor, d'abord des porteurs de projets, qui sont souvent en dissidence, car je l'ai dit, quand il y a des ruptures, il y a des perdants et des gagnants, in fine, quand la rupture a bousculé des lignes. Le fait qu'il y ait des porte-paroles, des gens qui vont propager, des gens qui vont être ce qu'on appellerait maintenant, je pense, en 2022, en français, des early adopters, et puis tout un ensemble d'acteurs, tout un réseau, tout un écosystème de financement, mais pas seulement pour réaliser le potentiel de développement. Et ça aussi, ça a des implications sur les politiques publiques, ces 3 ingrédients, les avoir visualisés, parce qu'il faut soutenir les producteurs. Et dans le cas de l'innovation technologique liée au monde de la science, ça veut dire aussi financer l'environnement, c'est-à-dire la recherche. Il faut soutenir les early adopters, et cela, on les oublie beaucoup en général, et c'est souvent des angles morts des politiques publiques, c'est-à-dire ces premiers clients, ces premiers usagers qui prennent le risque d'utiliser l'innovation future. Et puis, au-delà, mais je pense que c'est un sujet évidemment assez central pour une conférence comme Wire, avec les dynamiques régionales d'innovation. Comme l'innovation est une dynamique collective et n'est pas le fait d'un seul acteur, eh bien, c'est le soutien à ces écosystèmes d'innovation. Cette dimension collective me semble absolument majeure et c'est une grande distinction avec, pour moi, l'invention scientifique. Alors, j'ai dépassé l'image de Newton sous son pommier, parce que je sais qu'il y a des grands programmes scientifiques qui impliquent un grand nombre d'individus, mais l'innovation, c'est le résultat d'une dynamique d'écosystème qui est beaucoup plus large. Alors, l'exemple historique traditionnel, c'est celui de Thomas Edison, qu'on connaît tous, je pense, comme inventeur de l'ampoule électrique, on va dire. En fait, c'est surtout quelqu'un qui sait mobiliser un écosystème, un ensemble d'acteurs, qui crée ce qu'on appellerait, je pense, un centre d'innovation, un centre d'expérimentation à Menlo Park, où peuvent venir des scientifiques de l'époque, des entrepreneurs, des médias aussi, les médias de l'époque, pour vendre ce qu'il est en train de faire, et puis qui s'est organisé par des relations avec les pouvoirs politiques, avec les pouvoirs publics des États-Unis, début du XXe siècle, un plan massif et l'organiser de passage de l'électrification, d'éclairage au gaz, à l'éclairage
par l'électricité. Et donc, ça montre la dimension de cette dynamique collective. Alors, pour terminer cette introduction, je voudrais rajouter un point qui est complètement contradictoire avec l'exercice auquel je viens de me prêter. C'est que je suis très sceptique, voire assez convaincu, qu'il n'est pas pertinent d'avoir un discours global sur l'innovation. Parce que les dynamiques et les acteurs ne sont pas du tout les mêmes selon qu'on parle d'innovation technologique, d'innovation sociale, d'innovation organisationnelle. Et toutes ces formes d'innovation peuvent conduire à l'innovation de rupture. Et puis, il est difficile, si on regarde les domaines de l'économie, je ne parle pas de domaine scientifique, de comparer l'innovation dans la santé et avec l'innovation dans les nouveaux matériaux et l'innovation dans le numérique, même si, petit bémol par rapport à ce que je viens de dire, depuis quelques années, le numérique a tendance à homogénéiser toutes ces dimensions parce que dans les dynamiques d'innovation depuis quelques années, vous le savez, eh bien, le numérique, par le terrain de jeu qu'il installe autour du rôle croissant des données, des algorithmes pour être capable de prédire des comportements, pour anticiper, ce qu'on appelle très rapidement l'intelligence artificielle, eh bien, accélère les dynamiques d'innovation et les homogénéise pour une large part. Bon, mais pour autant, je pense qu'il est difficile de comparer les innovations dans tous ces domaines. Et cette distinction conduit, à mon avis, je reviendrai dessus, à parfois, je pense, privilégier les approches thématiques en matière d'innovation. Alors maintenant, je vais me concentrer sur les innovations technologiques de rupture dans le contexte de ce que l'on appelle, c'est un monde où on jargonne beaucoup, comme vous le savez, la deep tech, c'est-à-dire les innovations technologiques, toujours pour jargonner, science-based, basées sur de la recherche, et donc avec un rôle central des dynamiques de transfert entre le monde académique et le monde économique. Et je vais essayer de partager quelques caractéristiques, quelques enseignements qui me paraissent intéressants. Moi, j'ai choisi de mettre l'accent sur 5 volets. Le premier, c'est le rôle de la recherche, en prenant garde au mythe qui revient à voir un chemin linéaire de l'invention à l'innovation. Mon deuxième point, c'est l'importance d'avoir une vision très diverse des dynamiques de transfert et de savoir les entretenir. Il n'y a pas une solution unique. Le troisième point, c'est le rôle des startups pour porter les innovations de rupture. Et c'est une question de management de projet, c'est ce que j'essaierai de partager. Le quatrième point, c'est qui dit entreprise, il dit projet de startup, dit dimension entrepreneuriale et donc des femmes et des hommes. Et puis le dernier point, mais je l'ai déjà évoqué, c'est le rôle des dynamiques collectives qui permettent à des réseaux d'acteurs à être mobilisés par ces entrepreneurs pour que les innovations réalisent leur potentiel. Ces 5 sujets qui sont peuvent paraître très banals, je pense que c'est malheureusement le fait qu'ils ne soient pas toujours bien compris, on va dire, dans leur finesse, qui fait qu'on n'a pas toujours les politiques publiques appropriées. Le premier point, c'est une évidence et une conviction profonde. J'ai dit que je parlais d'innovation technologique, de rupture. Le premier point, bien sûr, c'est qu'on a besoin, pour que ça se réalise, d'avoir un système d'enseignement supérieur, de recherche, qui soit au meilleur niveau, au meilleur standard académique. On est bien placé ici, au cœur du plateau de Saclay, pour le voir, fortement financé, à même de développer des compétences. De plus en plus, bien sûr, ce sont les cerveaux. Par exemple, dans le numérique, il n'y a que des cerveaux. À même de développer des compétences, à même de soutenir une recherche de long terme basée sur la curiosité, avec un rôle clé du hasard, de ce que l'on appelle la sérendipité. Et typiquement, et c'est connu, l'histoire de la découverte de la pénicilline par Fleming, c'est l'histoire de la découverte du four à micro-ondes par un ingénieur, Percy Spencer, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui travaillait sur un système de radar à ondes courtes, ici à Centrale-Supélec, pas loin de l'Institut Télécom, pour évidemment des applications à la détection aérienne, et puis qui se rend compte que dans sa poche, qu'il y a une barre de chocolat qui fond, d'où le four à micro-ondes. Bon. Et donc, je veux juste dire par là que les vrais promoteurs de l'innovation, de rupture, sont les premiers sponsors de la recherche académique de haut niveau. Et je dis ça parce que souvent, il y a une opposition entre ces sujets, et ce n'est pas vrai. Mais j'ai parlé des vrais promoteurs de l'innovation de rupture. Moi, je fais partie, par exemple, de ceux qui n'aiment pas mettre des adjectifs
accolé au mot recherche. Je pense que pour une large part, parler de recherche fondamentale, de recherche appliquée, de recherche technologique n'est pas un concept opérant de management dans de nombreux domaines, en tout cas dans le mien, le numérique, parce que c'est contre-productif et ça enferme les projets dans des cases. Moi, je crois à une recherche qui se pose dans ce contexte, d'aller derrière sur de l'innovation technologique, qui se pose des questions qui sont pertinentes, qui peuvent être guidées par de la recherche fondamentale, par de la question de l'accès à de la connaissance fondamentale, Niels Bohr, par exemple, qui peuvent être guidés par des applications, Thomas Edison, que j'ai évoqué, ou qui peuvent être guidés par les deux. C'est Louis Pasteur, typiquement. Et ça, c'est la description qui est faite dans une image qui s'appelle, dans un ouvrage de Donald Stokes, qui s'appelle Le Quadrant de Pasteur, qui résume, le titre de l'ouvrage est d'ailleurs assez clair, Basic Science and Technological Innovation, Pasteur's Quadrant. C'est moi ma vision du monde de la recherche et de son lien avec l'innovation technologique. Et ce n'est pas anodin de ne pas mettre d'adjectif auprès de recherche, parce que derrière, ce n'est pas anodin pour l'innovation, parce que l'enjeu derrière, c'est de ne pas avoir de vision linéaire de ce qui passe du monde de la recherche à l'innovation de rupture. Et ce modèle linéaire reste encore, de ce que je constate, en Europe, dans beaucoup d'États membres, eh bien, un élément de doctrine majeur des politiques publiques de l'innovation. Il y a beaucoup d'ouvrages, je vais commenter, il y a beaucoup d'ouvrages académiques qui ont été écrits de sociologues de l'innovation, d'économistes de l'innovation, de managers d'innovation. Je suis un praticien, je ne suis pas un chercheur de ces domaines, mais je dis juste ça, moi j'ai jugé sur pièce, je dis juste ça pour autant que j'avais besoin de convaincre. Moi j'aime bien la description que fait un mécanicien, un chercheur en mécanique du MIT, je crois, qui s'appelle Stephen Klein, qui a écrit des articles sur l'innovation, dont un article milieu des années 80 dont le titre est assez clair, Innovation is not a linear process, c'est assez simple comme titre, et qui décrit tout ça comme un plate of spaghetti and meatballs, donc spaghetti et des boules de viande. Alors pourquoi je dis ça? C'est que très souvent, dans les référentiels de politique publique sur l'innovation, on a très ancré la vision linéaire qui est notamment fondée par ce qu'on appelle l'échelle TRL, Technology Readiness Level, qui est une échelle qui est un invariant de beaucoup de politiques publiques de l'innovation, qui a été inventée par la NASA il y a 50 ans pour le programme Apollo, pour envoyer une fusée sur la Lune, il y a 50 ans, à une époque où le numérique n'existait pas, où les startups n'existaient pas. Et cette vision très normative de l'échelle TRL, TRL 0, on est dans le monde de la recherche, TRL 9, on a atteint l'innovation de rupture, et il y a plein de phases de TRL 1 d'ailleurs, pas TRL 0, de TRL 1 à TRL 9, il y a plein de phases qui s'enchaînent. Eh bien, c'est en général la base conceptuelle de nos politiques d'innovation, avec une vision donc qui est linéaire, très standardisée. On passe d'une recherche fondamentale à une recherche moins fondamentale, à une recherche pas trop appliquée, à une recherche appliquée, à du développement expérimental, à de la preuve de concept, et un jour arrive l'innovation de rupture. Alors, dans le numérique, par exemple, ça n'existe pas, parce que les dynamiques d'innovation, eh bien, elles sont beaucoup plus entremêlées. Un théorème au tableau, il y a une thèse qui ne se finit pas, il y a une entreprise qui est créée, et c'est Google. Et les premières questions posées font qu'il y a un retour dans le monde du laboratoire pour affiner des algorithmes de recommandation, et ça repart directement dans l'entreprise. Et quand l'entreprise doit se déployer au niveau mondial, eh bien, il y a des investisseurs qui sont capables de suivre directement dans la durée le cycle de financement de l'innovation de rupture, qui est de fait l'algorithme de recommandation de Google et ce qu'il génère, sans avoir à invoquer un nouveau dispositif. Donc, il n'y a pas besoin de réfléchir à savoir si on a TRL 5, 6, 7, et comment on comble le passage de 7,1 à 7,2. Cette vision théorique, donc, linéaire, elle n'existe pas dans le numérique. Et comme le numérique, il infuse quand même, il hérite beaucoup de dynamique d'innovation, ce que j'ai dit tout à l'heure en 2022, je pense que pour une large part, cette vision n'est pas opérante. Moi, il y a un élément qui ne manque pas. Marc Andreessen, c'est un des grands investisseurs de la Silicon Valley, c'est l'inventeur du premier navigateur web complet qui était Mosaic, de Netscape,
qui est la première entreprise de la Silicon Valley entièrement dédiée à l'Internet et qui est un grand investisseur, je l'ai dit, de la Silicon Valley. Et on ne trouve jamais une seule référence à l'échelle terrestre dans ses écrits, sans surprise. Et donc, ce que je veux juste dire, c'est que toute politique publique pour soutenir l'innovation et l'innovation de rupture qui est fondée sur cette vision linéaire, pour moi, est vouée à l'échec. Et elle ne contribuera simplement à financer des acteurs qui feront de la R&D, seront positionnés entre cette échelle TRL1 et TRL9, des acteurs qui soient publics ou pas publics, peu importe. Et c'est normal que ce soit voué à l'échec parce que ce chemin linéaire n'existe pas et parce qu'on mélange R&D et innovation. Dans l'innovation, il y a toutes ces composantes qui font la diffusion massive. Il y a la constitution d'équipes pluridisciplinaires, il y a la dimension marketing, parce que s'il faut faire approprier, il faut faire du marketing. Il y a la question de la régulation et il y a surtout la question d'exécuter, je reviendrai dessus, une feuille de route. Cette vision linéaire reste profondément ancrée dans les milieux de la recherche publique et industrielle, dans les milieux, on va dire, de décision publique, avec un implicite d'une séquence déterministe, recherche fondamentale, recherche appliquée, etc. Donc pour résumer ce premier point, l'innovation technologique de rupture, pour moi, ne suit pas un process linéaire. Ma deuxième remarque, mon deuxième point, porte sur la diversité des modalités, des chemins que peut emprunter l'innovation technologique. J'ai parlé de processus tout à l'heure, et bien, il y a plusieurs chemins possibles, et il y a une très grande hétérogénéité selon les domaines, selon les projets. Par exemple, toujours avec le biais du numérique, dans le numérique, l'open source est une voie de diffusion massive d'inventions, donc de logiciels, qui peut conduire à des innovations de rupture. Il y a certains des grands logiciels open source dont je considère qu'ils constituent des innovations de rupture, par exemple pour les systèmes d'exploitation, qui sont des logiciels open source. Et là, il y aurait tout un... Je n'ai pas le temps, il y aurait tout un volet à commenter sur ces dynamiques de l'open source. La standardisation, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec des dynamiques propres, c'est une autre modalité, une autre voie, on va dire, qui peut faire que des innovations de rupture se réalisent. Et puis, il y a les startups technologiques. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que tous ces enjeux, ils relèvent de ce que l'on appelle le transfert, les dynamiques de transfert, donc comment on passe d'une invention issue de la recherche académique ou de la recherche industrielle à l'innovation. C'est important d'évoquer les deux, recherche académique et recherche industrielle, parce que les enjeux de transfert existent tout autant dans le monde de la recherche publique, comment on est capable d'avoir un impact par de la diffusion massive, un impact économique de la R&D des laboratoires de la recherche publique, ils existent aussi dans le monde de l'industrie. Comment on peut avoir un impact économique de la R&D des laboratoires, si la problématique est la même. Et ça a des conséquences sur la recherche publique, parce qu'au risque de choquer, je pense qu'un des enjeux parfois de la recherche publique est de savoir contourner les départements de R&D pour que les innovations, ce département R&D des entreprises, pour que les innovations aient lieu. Parce que ces départements de R&D ont les mêmes problèmes que la recherche publique pour que les processus conduisant à l'innovation aient lieu, et ils peuvent faire écran, ils peuvent faire obstacle en rajoutant des étapes, voire même faire obstacle. Et donc un des enjeux pour la recherche publique, à mon avis, dans un certain nombre de cas, c'est d'être capable d'aller directement vers les départements business des entreprises s'ils veulent qu'il y ait des réalisations en matière d'innovation, en matière d'impact économique de ce qui est produit dans la recherche publique. Alors pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je ne suis pas en train de dire qu'il faut réduire les interfaces, les interactions entre recherche publique et recherche privée, parce que ces interfaces, dans la durée, elles construisent des écosystèmes, elles construisent de la construction commune de projets, elles construisent de la mobilité, et l'ampleur, la profondeur de ces interactions, il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées dessus dans plusieurs pays, c'est toutes ces interactions qui concourent au fait qu'il y a des parcours qui puissent avoir lieu. Mais voilà ce que je voulais partager en termes de dynamique d'innovation. Sur ces dynamiques de transfert, il y a aussi des responsabilités des acteurs publics de savoir ce qu'ils veulent faire en matière d'innovation. Il y a souvent une confusion dans le monde public entre soutenir des projets d'innovation et avoir en tête un modèle de rémunération, un modèle de financement de la recherche.
c'est donc la question des finalités pour des acteurs publics, de pourquoi ils soutiennent le transfert, pourquoi ils soutiennent des dynamiques d'innovation. Et souvent, il y a quelques mythes sous l'angle « on va gagner de l'argent avec ça ». Bien, ça a pour conséquence des comportements qui peuvent être assez pervers. Par exemple, si un chercheur, une chercheuse veut créer une start-up, veut s'engager dans un projet de start-up sur la base de ses travaux, et donc il va s'engager dans un chemin qui va conduire à une innovation, à un impact économique, si ma préoccupation, c'est en tant que, on va dire, son responsable public, c'est de gagner de l'argent, je vais, on va dire, conclure un contrat avec sa start-up qui va être absolument insupportable pour le développement de la start-up technologique et ce qui fera fuir tout investisseur derrière. Si par contre ma préoccupation c'est l'impact économique, qu'une innovation puisse avoir lieu par la création de cette start-up, je vais faire un contrat, on va dire, de partenariat entre mon laboratoire, entre mon institution publique et cette start-up qui sera favorable à l'entreprise et qui éventuellement aura des clauses de succès si cette entreprise devient Google. Mais ce n'est pas le même comportement. Autre exemple de comportement des acteurs publics où il y a de la responsabilité, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des décisions à prendre pour que l'innovation puisse se réaliser. Eh bien, si je n'ai pas compris que les dynamiques scientifiques et les dynamiques d'innovation ne sont pas les mêmes, eh bien, quand ce chercheur ou cette chercheuse vient me voir pour créer sa start-up technologique et que je lui dis il y a un long chemin linéaire de l'invention à l'innovation, tu peux faire les deux, je lui mentirai. Parce que la vérité, c'est qu'à un moment, il faut choisir. Et si la question est de savoir si ça aura un impact sur son travail scientifique, la réponse est oui, ça aura un impact. Parce que si la personne est très entreprenante scientifiquement, quand elle basculera pour porter un projet, pour porter quelque chose qui peut devenir une innovation de rupture, elle arrêtera de faire de la recherche et ça aura un impact scientifique sur son équipe. Et donc, j'ai à choisir. Il y a donc des choix à faire en matière de transfert. Mon troisième point est lié aux startups, qui est, à mon avis, un des outils les plus puissants dont nous disposons pour, dans un grand nombre de domaines, que le potentiel en matière d'innovation de rupture puisse se réaliser. Alors moi, je n'ai pas de vision romantique, je n'ai pas de vision fantasmée de la start-up dans un garage californien. J'ai une vision purement technique, une vision de praticien, où l'angle, c'est un mode de management de projet très performant qui nous permet de gérer du risque. Qui nous permet aussi, si on parle de l'innovation technologique, de sortir des laboratoires de R&D, qu'ils soient publics ou privés, pour avoir des projets qui vont embrasser toutes les dimensions qui vont permettre cette diffusion massive. Et ce que ne permet pas un projet de R&D, qui par définition, et c'est normal, et c'est bien, et c'est important, est centré sur la R&D. Et donc ce n'est que ça pour moi qu'un projet de start-up. C'est cette manière de manager des projets avec plusieurs dimensions. Dans le numérique, toujours pour rester dans les images numériques, c'est ce qui permet de ne pas se focaliser sur le passage de la version N à la version N+1 d'un logiciel, qui ne fera pas plus se réaliser l'innovation de rupture. Parce qu'une start-up technologique dans le numérique, ce n'est pas le fait d'améliorer la version du logiciel qui changera la donne, c'est le fait d'embrasser toutes les dimensions qui fait que l'innovation puisse être diffusée, que les services, que le produit que représente ce logiciel puisse être diffusé massivement. Alors, cette question de la start-up, elle a plusieurs conséquences. C'est que, bien sûr, pour qu'on ait un écosystème qui soit efficace, eh bien, il faut, si on voit ces start-up comme des manières de manager le projet, certaines peuvent bien sûr avoir des trajectoires autonomes. Il faut un écosystème de financement. Je pense qu'il en sera parlé, enfin, ça sera évoqué lors de Wire, je ne vais pas en parler beaucoup, mais certaines startups ont vocation à être acquises. Et je parlais tout à l'heure de perdants et de gagnants, quand il y a des innovations de rupture qui arrivent. Eh bien, c'est clair que les groupes industriels, les entreprises comprennent ces dynamiques, qui sont engagées dans des politiques d'acquisition de startups, qui en ont les moyens aussi, eh bien, sont gagnantes parce que les startups vues comme des vecteurs de propagation de l'innovation dans le tissu industriel, comme des maillons intermédiaires, eh bien, ils peuvent bénéficier des innovations qu'elles portent. Moi, je pense que c'est un vrai sujet, le développement de cette culture de l'acquisition par les entreprises. C'est un vrai sujet pour la réussite de notre politique de soutien à l'innovation en France
et en Europe plus largement. Bon, pour mémoire, Google a les moyens d'acquérir. Je crois qu'il a annoncé un bénéfice il y a quelques mois de 70 milliards de dollars annuels. Et il a la culture de l'acquisition. Il a acquis en 20 ans plus de 200 startups, je crois. Toujours sur ce sujet des startups technologiques, il y aura un lien avec les problématiques de transfert. En 2016, il y a quelques années, donc, le gouvernement français avait demandé à l'économiste américaine Suzanne Berger de faire un rapport sur les réformes à conduire dans le système français, je pense que c'est largement duplicable, de soutien au transfert à l'innovation. Alors, il y a eu un rapport issu de ce travail qui se trouve sur le web. Je crois que le titre n'est qu'en anglais, même si il y a un contenu du rapport en français, et le titre c'est « Reforms in the French Industrial Ecosystem ». Mais on a l'impression que c'est orienté purement écosystème industriel, c'est vraiment plus orienté vers le transfert. Et alors on y lit notamment, je vais me permettre de lire, je suis désolé, un rapport du MIT de décembre 2015 a été consacré au rôle des diplômés du MIT dans l'économie. Des enquêtes réalisées auprès des alumni du MIT ont révélé que 22% de ces diplômés ont travaillé dans des startups à un moment ou un autre de leur carrière. Et ces alumni ont participé à la création de plus de 30 000 entreprises encore actives qui emploient plus de 4,5 millions de personnes et génèrent un chiffre d'affaires de 1,9 trillion de dollars en 2014, donc milliers de milliards de dollars, qui équivaut au PIB de la 10e plus grande économie mondiale. Et donc le résumé après de Suzanne Berger était de dire qu'il est important, bien sûr, de soutenir ces dynamiques. Donc moi, je pense qu'il nous a fallu du temps en Europe, dans beaucoup d'États membres, en France aussi, pour reconnaître ce rôle central de la start-up pour porter de l'innovation de rupture, pour plein de raisons. Il y a ces dynamiques, à ces processus dynamiques et collectifs que j'évoquais tout à l'heure. Et je pense que ça reste toujours un sujet, pour de nombreuses raisons, liées aux tensions qui existent sur l'innovation de rupture, entre gagnants et entre perdants. Mon quatrième point est que ces startups sont portées par des entrepreneurs, par des hommes et des femmes. Et entrepreneur dans ma bouche, c'est une notion à prendre au sens très large, au sens de quelqu'un qui porte un projet, qui a une initiative, et plus que le volet business. Alors il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les volets culturels liés ça a été évoqué tout à l'heure, je crois qu'on a parlé de mindset, si j'ai bien entendu, on a parlé de culture aussi, donc la culture entrepreneuriale, c'est quelque chose qui est largement, on va dire, évoqué. Moi j'aime bien un livre d'un sociologue français qui s'appelle Pascal Pic, un livre qui s'appelle « Un paléo-anthropologue dans l'entreprise, s'adapter et innover pour survivre », où il décrit l'opposition de deux types de cultures en Europe. La culture qu'il appelle lamarckienne, de Lamarck, du scientifique Lamarck, et la culture darwinienne. Et la culture lamarckienne, c'est une culture qui a été très souvent très prégnante en Europe continentale, qui est très bien adaptée aux grandes entreprises, aux grands projets, au modèle de l'ingénieur. Nous sommes ici dans une école d'ingénieurs qui bouge par ailleurs, à des dynamiques où l'excellence a des formes un peu uniques, où il est important d'avoir fait des établissements prestigieux dans son parcours. Et puis la culture darwinienne, c'est la diversité des excellences, c'est se présenter parce qu'on a créé une entreprise plus que parce qu'on a fait telle école ou telle université. C'est le Small Business Act et c'est le Nasdaq. Et c'est le modèle de la recherche aussi. Alors c'est une opposition qui est un peu schématique, parce qu'on peut aussi avoir les deux cultures, mais je pense qu'elle permet aussi d'illustrer de manière assez simple la question de l'importance du référentiel culturel et de comment ça détermine le fait qu'on a des personnes qui sont à même de porter ces projets entrepreneuriaux. Ce que je veux juste dire, c'est que des politiques publiques qui ne jouent pas sur ces éléments culturels, très 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 loin dans l'éducation, à mon avis, vont avoir de la difficulté à être vraiment efficaces. Et ça permet aussi d'évoquer la question de la diversité, qui me semble absolument majeure. C'est un autre retour d'expérience dans ces dynamiques entrepreneuriales. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Il y a notamment une étude qui date un petit peu par une scientifique, par une chercheuse indienne, mais qui est aussi américaine, je crois, qui s'appelle Anali Saxenian, autour du concept de nouveaux argonautes, qui a étudié, on va dire, les flux
d'entrepreneurs, les flux d'innovateurs entre l'Asie notamment et les États-Unis. C'est bien connu, hein, la proportion d'entrepreneurs et d'innovateurs en provenance, on va dire, de l'étranger au sein de la Silicon Valley, et comment, quand ils reviennent chez eux, dans leur région, dans leurs écosystèmes d'innovation, eh bien, ils contribuent à la croissance de leur pays d'origine, de ces territoires, parce qu'ils amènent aussi d'autres éléments culturels, ils amènent une culture. Toujours sur ces éléments culturels, et c'est un impact pour les politiques publiques, je veux aussi évoquer, moi, on va dire des travaux qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont permis vraiment de comprendre beaucoup de choses dans un certain nombre de situations. C'est les travaux toujours d'une chercheuse qui s'appelle Saras Sarasvati, autour de ce qu'elle appelle la notion d'effectuation. En anglais, effectual logics. Et une étude qui doit avoir une quinzaine d'années, une dizaine d'années, faite sur des entrepreneurs ayant réussi, pour comprendre quel était leur mode leur comportement, leur mode de décision, leur mode d'action en permanence en fonction de leur environnement. Ça a aussi un lien avec ce que je disais tout à l'heure, avec les travaux de Pascal Pic. Et l'effectuation, c'est comment ces entrepreneurs bien réussissent, parce qu'ils sont en permanence en train d'adapter leur comportement, leur mode de travail, c'est l'effectuation, à prendre des décisions, à conduire à des actions en fonction de leur environnement. Et évidemment, c'est ce qui est autre chose que d'avoir une logique de grand programme qui doit envoyer, on va dire, une fusée sur la Lune et qui déroule ce programme et qui doit à tout prix prédire le futur pour le contrôler, pour continuer à avancer et qui reste dans le plan initial prévu. Ce qui n'est pas du tout ces dynamiques d'entrepreneurs qui ont montré leur intérêt pour que des innovations de rupture puissent avoir lieu. Alors, ça a un lien évidemment avec le fait que l'environnement est imprévisible, le fait de savoir en permanence s'adapter. Ça a un lien avec le fait avec des mots un peu valises comme l'agilité. Ça a un lien avec la capacité à exécuter, ce qui distingue un projet qui a porté une innovation de rupture et qui est allé au bout, c'est la capacité à exécuter, à faire que les choses ont été mises en œuvre au fur et à mesure. Ça a un lien avec ce que je disais tout à l'heure sur des processus dynamiques dans le temps et le fait d'être capable d'aller jusqu'au bout de ce processus, quelles que soient les directions. Et donc cette capacité de s'adapter, ce que je veux juste dire, c'est que c'est une caractéristique majeure des innovateurs qui réussissent. Et pour que cela se réalise, il leur faut un écosystème, un réseau. Ça renvoie au processus collectif dont je parlais pour que ça marche. Et ça veut dire aussi, toujours en matière de politique publique, qu'une politique publique en faveur de l'innovation qui n'a pas perçu que la réussite va être liée à cette capacité à s'adapter au fur et à mesure le long d'une trajectoire et qui se contente d'évaluer sur papier, a priori, un projet, je pense qu'elle n'est pas efficace. Mon cinquième point, et dernier point, c'est la question des écosystèmes, des réseaux à mettre, on va dire, à activer, à mobiliser par ces entrepreneurs et qui leur permet d'avancer. Hein. Donc c'est on est bien placé ici, on est à Saclay, qui est un vrai écosystème qui se construit dans la durée. Le succès des clusters au niveau international, il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites depuis plusieurs années, avec quelques facteurs connus, hein, des universités haut de gamme, une industrie du capital risque qui est à même d'agréger des investisseurs publics et privés, une offre de services sophistiquée en matière de recrutement, de juridique, de marketing, pour accompagner la croissance de ces jeunes entreprises innovantes, et puis un ingrédient incontournable, je viens d'en parler, la culture entrepreneuriale. Voilà. Alors, et bien sûr, tous ces ingrédients doivent exister. Et par exemple, moi, je fais partie de ceux qui pensent que si on n'a pas un Nasdaq au niveau européen, c'est qu'on n'a pas encore assez d'analystes dans le monde banque-finance qui nous permettraient de constituer, on va dire, cet écosystème qui peut accompagner la création d'un marché dédié à l'innovation, qui est une des composantes aussi qui distingue sa présence aux États-Unis, son absence en Europe, qui distingue l'Europe et les États-Unis.
On n'en est pas encore là, mais je suis persuadé qu'on y arrivera un jour. Alors, tous ces éléments, donc je viens de commenter 5 points, doivent avoir des conséquences sur les politiques publiques de soutien à l'innovation. J'ai eu l'occasion de l'évoquer au passage pour certains sujets. Le modèle linéaire, qui n'existe pas, de passage de la R&D à l'innovation. L'importance d'avoir des politiques de transfert, on va dire, qui soient dans un certain esprit. Et pour finir, je vous rassure, j'ai presque fini, je souhaite approfondir ces éléments de politique publique autour de 3 sujets. Alors d'abord parce que j'y crois, et ensuite parce qu'on est dans Wire, dont j'ai bien compris ce que signifiait R, de régional, et à la question de l'ancrage territorial de tout cela. Parce que ces politiques publiques de soutien à l'innovation, de rupture, c'est assez systémique, ce dont je viens de parler, ça a été dit tout à l'heure aussi, terreau de compétences, une culture de l'innovation, des disponibilités de financement, etc. etc. C'est systémique, mais tout cela se cristallise sur un territoire. Cela existe sur un territoire, dans un écosystème. Et ça, c'est important en matière de politique publique, parce que très souvent, que ce soit au niveau d'un État, ou même peut-être de l'Europe, on peut avoir tendance à, parce qu'on a compris cette vision systémique de l'innovation, on peut vouloir avoir envie d'avoir un schéma normatif, d'avoir un schéma un petit peu unique, alors que, bien sûr, l'innovation se développe sur un territoire où il y a des histoires, où il y a des acteurs, où il y a des conditions qui sont différentes. Eh bien, c'est extrêmement lié à un territoire. Le plateau de Saclay, ce n'est pas Grenoble en France, ce n'est pas la Bavière, ce n'est pas Zurich, ce n'est pas l'Estonie. Mon deuxième point, toujours en matière de politique publique, porte sur l'importance de l'évaluation des politiques publiques en faveur de l'innovation. C'est extrêmement importante, et l'innovation de rupture notamment. Et ça nécessite d'avoir une compréhension assez fine de ces dynamiques d'écosystèmes. Et c'est compliqué parce que, par exemple, ces écosystèmes, il n'y a pas de plan de construction de ces écosystèmes. Et pourtant, les pouvoirs publics aimeraient bien savoir quelle est la cause première d'un écosystème, pouvoir investir pour construire un écosystème dans telle filière, sur tel territoire. Mais malheureusement, il faut plusieurs dizaines d'années pour construire des écosystèmes. Et rien que ça montre que c'est difficile de savoir quelles sont les causes premières, et donc il faut savoir être patient. Ensuite, la mesure de l'efficacité d'un écosystème qui repose sur une dynamique collective pour l'innovation, c'est compliqué, parce qu'évaluer chaque acteur de l'écosystème, l'université, l'acteur du capital risque présent sur le territoire, des entreprises, des collectivités territoriales qui aident, eh bien, chacun de ces acteurs est évaluable, mais évaluer leur comportement collectif, c'est plus compliqué. Donc, pour citer une phrase du philosophe français Pascal, il est impossible de connaître les parties sans connaître le tout, mais il est impossible de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. C'est ça qui est compliqué sur un écosystème d'innovation. Et donc, c'est compliqué à évaluer. Et puis, il y a un autre point que je voulais partager, c'est que sur ces écosystèmes, c'est que la tentation est souvent forte sur les politiques publiques de vouloir simplifier ou optimiser les écosystèmes. Je pense que ce n'est pas très pertinent. Il faut accepter le darwinisme, il faut accepter les articulations, mais il faut évaluer en permanence pour savoir où mettre les investissements publics. Il y a souvent des propositions au niveau des États membres, au niveau de l'Europe, pour simplifier, pour optimiser, et où on crée à l'arrivée des nouveaux objets. Parce que tous les 3, 4, 5 ans, on constate qu'on a une sous-performance éventuelle par rapport aux autres grands blocs continentaux, les États-Unis, bien sûr, et l'Asie. Et c'est l'illusion de ce que j'appelle la mesure exceptionnelle qui va changer la donne pour l'innovation de rupture. Et c'est une illusion parce qu'on va créer un nouveau dispositif ou une nouvelle structure, et on va continuer une accumulation de dispositifs et de nouvelles structures, alors qu'en fait, eh bien, tout nouvel objet au sein de ces dynamiques collectives devrait être positionné par rapport aux autres. Et ça, on a de la peine à le faire. Et à titre personnel, je pense qu'on passe beaucoup trop de temps à évaluer les structures de recherche et pas assez de temps à évaluer les outils en faveur de l'innovation. Mon dernier point, c'est vraiment mon dernier point, porte sur des instruments structurants pour l'innovation technologique avec une question qui est souvent récurrente en Europe, dans beaucoup d'États membres, qui est celle des ARPA. Donc les ARPA, les Advanced Research Project Agency,
derrière Advanced Research, comprendre innovation de rupture, à l'instar de ce qui existe aux États-Unis. C'est-à-dire des agences qui sont à même de suivre des projets dans la durée, dans le cadre de ces processus dynamiques et collectifs qui conduisent à l'innovation de rupture. Alors, bon, je pense que c'est normal que je cite à un moment les travaux de Mariana Mazzucato, qui a écrit un ouvrage, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, il y a quelques années, avec des controverses aussi autour, enfin en tout cas des avis partagés, un ouvrage qui s'appelle The Entrepreneurial State, qui avait pointé le rôle, enfin qui a pointé le rôle des États dans l'innovation technologique, et en mettant surtout en avant qu'il n'y a pas d'un côté des États qui sont bureaucratiques, qui ne savent pas ce que c'est que l'agilité, l'innovation, et puis qui sont capables de prendre des risques. Et puis de l'autre, il y a ces entrepreneurs dont j'ai parlé, qui sont des héros, qui portent les innovations. Et ce n'est pas tout à fait ça quand même, parce que, par exemple, si on regarde, c'est ce qu'elle pointe dans son livre, un des exemples, il y a beaucoup d'exemples, si on regarde par exemple le succès des technologies qui ont fait le succès de l'iPhone, c'est-à-dire Internet, le système de positionnement, le GPS, les écrans tactiles, tout ça est sorti de programmes largement financés, l'assistant vocal aussi, Siri, tout ça c'est sorti de programmes où l'État américain a pris des risques en amont, a dérisqué les projets au départ, avant que ça soit d'une certaine manière intégré par un acteur économique qui était Apple en l'occurrence, qui a évidemment fait sa part. Et elle déconstruit dans ce livre beaucoup de mythes. Il y en a 6, je crois. Il y en a un dont j'ai déjà parlé. Le mythe 1, c'est Innovation is about research and development. Je crois que j'en ai parlé. Et le mythe 3, c'est Venture capital is risk loving. Ça, j'en parlerai pas, mais c'est un lien avec la suite. Dans ce contexte, et alors c'est important en Europe où on parle de plus en plus de souveraineté technologique. Donc, ce qui revient de manière récurrente, c'est est-ce qu'on a besoin d'une DARPA, une agence américaine de soutien aux projets de recherche avancés. Il faut comprendre l'innovation de rupture, donc à usage dual. Et on oublie souvent qu'aux États-Unis, il y a tout un ensemble de réseaux d'agences thématiques de ce type. Il y a, à côté de la DARPA, il y a une ARPA dédiée à l'énergie, ARPA-E. Il y a une ARPA dédiée à l'intelligence, au sens anglais du terme. YARPA, dont j'aime bien le slogan, High Risk, High Payoff. Il y a une ARPA pour la biologie, BARDA. Et puis, il y a en discussion actuellement, je ne sais pas où ils en sont pour être honnête, une ARPA pour la santé, ARPA-H, H pour Health. Moi, je pense que ces modèles d'agences de projet à même de suivre dans la durée, vous avez compris que ma conviction, c'est que l'innovation, c'est un sujet de processus, de durée, à même d'agréger par divers instruments un ensemble d'acteurs autour de ces dynamiques collectives, mais sur des sujets thématiques, parce que la dynamique n'est pas la même dans la santé, ARPA-H, que dans l'énergie, ARPA-E, ARPA-I. C'est intéressant à regarder, à mon avis, en Europe et dans les États membres. Et c'est d'autant plus important que pour moi, et j'en arrive à la fin, le grand défaut des politiques publiques de soutien à l'innovation, c'est souvent de privilégier le soutien aux projets pris individuellement, alors qu'un projet, ce que j'ai essayé de partager avec vous, rien ne se réalisera comme prévu. Versus soutenir les usines à projet. Moi, ma conviction, c'est qu'il est beaucoup plus important de soutenir les usines à projet que les projets eux-mêmes. Bien sûr qu'au bout du bout, on doit être capable de soutenir dans le cadre de ces usines à projet des projets. Et d'où l'intérêt de ces ARPA qui, par conception, ont intégré by design, par conception, la notion de process dynamique et la notion de dynamique collective avec des dimensions diverses à brasser et un ensemble de soutiens divers à apporter au projet. Alors en Europe, il y a je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a 3 ans, a été lancé l'EIC, le Conseil européen d'innovation, European Innovation Council, et notamment un de ces compartiments, qui est le compartiment accélérateur, qui était, pas de manière thématique, une tentative de changer de paradigme de soutien de l'innovation autour de quelques points clés. Alors, avec la reconnaissance des startups technologiques comme porteurs de l'innovation de rupture, une capacité à accompagner dans la durée et à travers plusieurs instruments de financement avec des mécanismes croisés, blended finance en français, subventions, investissement en capital equity, les entrepreneurs,
mais il est important, le long d'un entonnoir, donc, mais il est important bien sûr, et l'enjeu de la lisibilité pour les entrepreneurs est absolument clé. Ça doit être simple, ça doit être compréhensible, ça doit être bien exécuté. Une des autres caractéristiques, c'était la capacité à avoir un pilotage par un directeur de programme thématique. Donc là, je suis dans les logiques thématiques, par exemple dans le quantique, par exemple dans les nouveaux matériaux, un portefeuille de projets, en sachant arrêter le long de cette dynamique les projets. C'est le modèle DARPA. Hein. Et puis, une capacité à mélanger, on va dire, cette approche cette approche largement entrepreneuriale, bottom-up, et puis le fait que, je parlais de souveraineté technologique, il est clé que l'Europe puisse se munir d'un certain nombre de technologies, par exemple sur le quantique. Et ce que je résumerais, ce mix entre approche dirigée et démarche entrepreneuriale par, en français, an entrepreneurial approach within a challenge-driven framework. Donc avec des défis posés sur un certain nombre de sujets où on collecte les projets et on les suit dans la durée, on en arrête certains. Avec les enjeux aussi d'articuler dans des logiques de réseau, l'échelon national et l'échelon européen. L'échelon européen est intéressant parce qu'il permet de dérisquer en mutualisant du risque sur beaucoup de projets. Un pays seul peut ne pas avoir assez de projets pour prendre le risque. Et puis articuler aussi les financements publics qui dérisquent en amont, là où venture capital is not risk loving, pour reprendre le mythe cité par Mariana Mazzucato. Et puis donc articuler financement public dérisquant en amont et financement privé qui ne doit pas avoir peur du financement public, mais être rassuré par le financement privé, pour autant que le financement public ait bien lieu. Alors, ça a été lancé il y a 3 ans, c'est encore beaucoup trop tôt pour savoir qu'est-ce que ça va donner. Il y a eu un prototypage pendant 2 ans, il y a 1 an de fonctionnement en régime pas encore complètement convergé. C'est un peu tôt pour tirer des enseignements, mais je suis convaincu qu'il y a là une vraie tentative de changer la donne sur notre soutien à l'innovation de rupture en Europe. Et c'est compliqué, et cela remet en cause des fonctionnements dans la durée qui ne sont pas du tout ceux-là, c'est ce que j'ai essayé de partager avec vous, parce que l'innovation dans le soutien à l'innovation n'échappe pas à la règle. Ça fait bouger des lignes. Et donc, il y a des résistances, et c'est aussi une dissidence, d'une certaine manière, aussi ancrée dans les politiques institutionnelles soient-elles. Et c'est l'exécution de ça, comme pour toute innovation, qui nous permettra de dire si c'était une bonne idée ou pas. Mais moi, je suis optimiste. Merci de votre attention. Thank you very much, Bruno. Perhaps if you'd like to take a seat here. I have time for a few questions. Thank you very much. I am aware that it is quite late in the day and it's been a long day, so I'm going to ask everyone in the audience to put your hands up, stretch. Everyone put their hands up in the air. And those of you who have questions for Bruno, keep them up. Okay, well, I don't see any jumping out at me right away here, but we have one in the front and one at the back, and I know there's at least one online. But Bruno, first let me ask you just a couple of little things that struck me during your presentation. At the very beginning, you mentioned things like SMS and the World Wide Web as perhaps examples of innovation. And I hear very often from companies saying such product is innovative or this service is really innovative. And most of the time, they're just doing the same old thing faster with different data or with more data. That's more of an evolution and not really a revolution. So is there something that you think has been very exciting from a revolutionary point of view? Ahead of us or recently that you're, yeah. Are you hearing me? Yes? Okay. So, for instance, I think that new flying cars, for instance, could be quite a disruptive innovation in front of us. Okay? As you know, there are many companies, including small ones, including large ones, which are active in this field. Okay. This may happen or this may not happen because you have a lot of issues in front of us concerning regulation, concerning insurance. I'm not sure that the point related with technology are not so huge.
in this field now, a lot of R&D projects in this field. But okay, this is typically for me a possible radical innovation in front of us, because this will change our cities for sure. This will change the way we perceive time. This will change a lot of economic sectors as well. So this is an example, for instance, and this embraces a lot of dimensions as far as technology are concerned. Of course, I have mentioned the issues related with regulation, with insurance, with the business model as well, etc., etc. So this is an example. Okay. I like that one. We'll talk about that one later, I think. I also want to ask you about the relationship between scientific thinking and innovation or breakthroughs, and the ability to recognize things outside your discipline. You mentioned Edison a few times in your address, and one of the famous sayings is that he didn't invent the light bulb by trying to create a brighter candle. And I'm wondering, is there the sort of thinking outside the box in traditional R&D or in traditional scientific development? And does it matter? Is it the ability to see outside your own sector that matters? Yes, your question has something to do with mindset, so to speak. But so I guess that a lot of us have already mentioned a lot of things about the importance of the culture dedicated to innovation, or the appropriate mindset, so to speak, for innovation. Regarding Edison, I like two sentences of him, or at least one, because I guess I have forgotten the second one, to be honest. There is one quite famous sentence of Edison, which is, I think, innovation is a 1% genius and 99% perspiration. I think this is very important, because this seems that this is a question of works, this is a question of experiments, this has something to do with effectuation, with effectual logics I have mentioned in my presentation. So this is the first, so this is not a question of being an hero, so to speak. So first, and this also means that we have to be able to test and fail, which is a very modern idea. And we know that this is very difficult. For instance, as far as public policies are concerned, this is very difficult to convince a policymaker that if he or she wants to be successful in the public policy devoted to innovation, he or she has to accept 99 failures. This is difficult to convince, okay? So there's this very important sentence. And another one, but I am not sure that, I am sure this is not a sentence of Thomas Edison, and this is my motto, so to speak, in my website, if I remember. Ideas are cheap, execution is everything. I think this has something to do with your question concerning the partnerships between science and the relationship between science and innovation. Ideas are cheap, but execution is everything. That's a key point. And this idea of failing and learning and failing, we hear that a lot with the American mindset of fail better, fail forwards, all of this within their sort of innovation ecosystem. Do you think there is a difference between the EU or Europe and the US in that regard? You know, this is more than, okay, I guess that for more than 2 decades, I have been participating in roundtables, in presentation, in keynotes concerning these points. So this is always the same story, okay? The ability to recognize that failure could be good, because you could learn a lot of things. But after having said that, that's difficult. Because if you have an entrepreneur and you have to reimburse your loans, that's difficult. But for more than 2 decades, I know this story, and I think that times are changing. This is quite slow. That's why a few years ago we have tried to organize, for instance, the so-called FAIL conferences in France. Such conferences exist in the US, you know, the so-called FAIL cons. So conferences devoted to failure, where people
illustrate how interesting their failure were. Okay. Okay, that's a long struggle, so to speak. We have indeed been talking about it for quite a long time. I think we've 12 years of Wire, and we probably mentioned it at the first Wire as well. So my final question before we take our couple from the audience is regarding inclusiveness, diversity. And I'll start with an anecdote. Has anyone here heard about the racist tap? No? There was a company, they developed a wonderful new sensor for your tap, for your hot water. You put your hands under it, it was perfect. But everyone on the team was white. And when a black person came to put their hands under it, it didn't work because they'd never tested it on darker skins. Now, of course, they didn't set out to create a racist product, but they inadvertently did so. And so what I want to ask you is about the importance of diversity at the research and development level, not just at the user level, which we might get somewhere with Europe, but at the really, really creative level. Is the EU looking around? Are we diverse enough? Okay, I don't know how to answer. To be honest, I know that this is an issue, that's for sure. For instance, within the EIC program, there is a very strong action devoted to the gender diversity, which is an issue, for instance, for entrepreneurship, for innovation in Europe and in many countries. Okay, I think that the situation is very different, it's very heterogeneous. But you're right, that's an issue, you're right. And for me, at the end of the day, this is a question of decisions of managers to be very cautious regarding these issues of diversities. This is a question of management at the end of the day. So this is a question of responsibility of people. Maybe we need a cultural shift rather than a technological shift there. Now, I saw we have a question here at the front, I think. Can we get a microphone over? And if you keep it quite brief, but say who you are. And the question right at the back, if you could maybe make your way down to save people climbing up to you. Yeah. First of all, thank you for your presentation. It was very, very interesting. Maybe my question will be very normative or philosophical, but I'm really curious about your opinion. There was a lot of references to US today, and you also made some references to US. And I'm really curious, how much do you think that we know what's inside of this black box? Of what which black boxes? In US, the system itself, because I give a bit of context. I think that when we look towards US, we see like a lot of positive examples and so on, but my impression is that sometimes we really know very little of the ecosystem, of how much money is flowing there. We keep saying we want as many funds like in US, but we live in a continent that still has classical pension funds and has money stuck into structures that are forever. Somehow I think it's a bit like the funny campaign in US during the elections that they wanted to turn US in Denmark and we want to change Europe in US. And my second question related to this is that also during the pandemic, there was a big debate in US about the so-called failure of garage innovation, like the fact that they or we, in a way, we become so reliant on sort of research and development technologies that are not related with building real things. And for instance, during a pandemic, you really need the real things, like you need the ventilator, you need, I don't know, hospital equipment and things like this. So my two questions are shortly this, like how much do you think we understand of what we actually wish for? Do we truly believe to have the system like in US, or we just want the innovation system of US? Because that comes with the cost. And somehow I think that people do not understand the complexity of that system. Okay, so I agree with you. That is to say that, and sorry if I gave the impression of being a fan of the US system, which is not the case. I guess that we have some
okay, we have to achieve a good international benchmark regarding these points. There is, of course, a long story devoted to these issues in the US. That's why this is so interesting to understand or to try to understand, as you have noticed what they have done. But after having said that, okay, there is the European way, there is also the French way, the Danish way, the German way. This has something to do with our history, with our social framework, etc., etc. So, for me, we do not have to try to take the US system in Europe, etc. This has no sense, okay? You're right concerning the difficulty of opening the black boxes, so to speak. There are what is said. There are also what we have the feeling to understand from what they do in the Silicon Valley, in such agencies, etc. The reality is always much more complicated. This is, for instance, the case for diversity. Okay, when I share with a lot of French or European entrepreneurs in the Silicon Valley, the situation is not, okay, is complicated as well concerning diversity, your previous question. So this is an issue, and for me, the general issue of what you have said is our ability to invent our way in Europe for innovation with our conditions, our ability to benchmark, to evaluate, to assess, okay? And I think that we have a lack of long-term studies, of continuous studies in order to achieve this benchmark. I think this is a weakness in Europe. At least in France, this is the case, okay? So I agree with your questions. I do not have the answers, but I agree with your questions. Well, something to talk about as well. Yes, final question up at the back, please. Oh, yeah, it's working. Okay. Okay, I will ask my question in English too, because everyone did that. Oh, you don't hear me? Fine. My question is regarding the EIC, the European Innovation Council. You presented it like a very interesting tool for us in Europe and with a lot of promises. But I also heard you explaining us that it's very important to don't follow a linear process, and you were very critical about the TRL scale. And if you look at the EIC, it's actually structured with 3 programs, the Pathfinder, Transition Activities, and then the Accelerator, that it's exactly following this logic with actually a TRL scale. So my question is, if we have to improve the EIC in the future, would you say we should go away from this logic and structure it somehow differently? Good question. A quite easy question to conclude the session. Thanks. So I have focused on only one component of the EIC, the so-called accelerator component. For me, this is not contradictory, okay, to have different programs for different kinds of projects, okay? The fact that there are, let's say, upstream projects is the truth, okay? The fact that you have projects that are in transition, this is also truth. And the fact that you want to foster a disruptive innovation operated, so to speak, by a technological startup, deep tech startup, is also truth. Okay, I have only described the 3 components of EIC. The point is to think that you should have a linear process coming from the first component to the second one and to the third one. I guess this is not a good idea. But the fact that some of the projects which could be supported by the first component could also be supported by the second one, and at the end of the process could be also supported by the accelerator component, could arrive as well. But this has not to be the theory and the mandatory rule, so to speak. Okay. But this is an issue, of course. But okay, that's why I'm comfortable with
with the IHC structure, to be honest. I am comfortable. Well, thank you very much, Bruno, for tackling those questions. There was one Thanks. online from Beñat Bilbao Osorio from the European Commission, I notice, asking what policies would better distribute the opportunities and gains of innovation. But it's 5 o'clock, and that's a huge can of worms to open at this stage, and we will be discussing that tomorrow. So I think we'll leave it there and say thank you very much to Bruno.